Écoute Fabio, merci d'avoir, accepté mon invitation dans le podcast et pour commencer le podcast, rien de plus simple, ce serait de te décrire en une phrase ou quelques mots qui définissent la personne que tu es. Définir la personne que je suis. Hem, Comment dire? Une personne, déterminée, rêveuse et ouais, je pense que c'est ça, hein. C'est dur à dire, pour me décrire. Qui aime le challenge et voilà. Et est-ce que tes proches te décriraient d'une autre manière ou pas? Ouais, je pense toujours, hein. Je pense que les proches, ils ont toujours une vision un peu différente mais je pense que ces termes, ils reviendraient. Ces termes, ils reviendraient, mais il y aurait d'autres peut-être qui sortiraient aussi. Comme lesquels? Heu, Ma personnalité, tu dis? Ouais ou ouais, toi? Moi? Comment ils pourraient me décrire, je pense, mes proches? Bordélique, je pense aussi. Mais sinon, non, je pense que les termes, ils sont assez justes. OK. Et du coup, le nom de mon podcast, c'est Aerakura, qui est la déesse de l'épanouissement. Il y a une phrase qu'elle dit qui est: «Tu viens juste de commencer, alors sois patient envers toi-même et le cheminement que tu as entrepris et n'abandonne pas». J'aimerais savoir ce que cette phrase peut t'évoquer. Est-ce qu'elle te parle? Ben, pour moi, elle me parle parce que ça fait maintenant 10, 11 ans que je fais mon sport à fond, que j'avais des objectifs et tout ça et je sais que je suis assez, j'aime bien avoir tout, tout de suite. Je suis assez impatient, en fait. J'en discutais l'autre jour avec un pote justement. Au final, on est qu'au début. Ça fait longtemps qu'on skate et maintenant on a un top niveau, mais c'est que le début au fait et du coup ça me parle vachement. Parce qu'il faut jamais s'asseoir sur ce que tu as déjà acquis, tu vois? Et toujours vouloir aller plus loin et du coup, moi ça me parle en tout cas. J'ai toujours l'impression que je suis au tout début et que je peux toujours continuer, continuer à aller plus loin et il faut être patient. Et justement, quand on parle de début, j'aime bien savoir un petit peu comment tu as vécu ton enfance, ton adolescence, parce que je pense que c'est les périodes de la vie qui te forgent et tu as toujours une partie de toi, de cette époque-là, qui est maintenant, plus tard. Donc, j'aimerais savoir comment tu as vécu ces 2 périodes-là de ta vie, si c'était facile, compliqué, si, le système scolaire te correspondait pas, et cetera. Peut-être aussi quels étaient tes rêves à ce moment-là? Si peut-être ils sont différents de ceux que tu as, actuellement, et cetera. Ouais, alors, on va commencer par mon enfance. Mon enfance, je pense que j'ai eu une enfance heureuse. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui me faisaient beaucoup partir, on allait souvent en montagne et tout ça. On passait tous nos étés au chalet aussi, du coup, je passais beaucoup de temps, dans la nature et j'adore toujours la nature. La nature, les animaux, tout ça ouais, après mon parcours scolaire, j'ai toujours, dès le premier jour, c'est ma maman, elle m'avait dit: «Le premier jour d'école, je suis rentré de l'école et je lui avais dit: «Maman, tu sauras, j'aime pas l'école et j'aimerai jamais l'école» et c'était vrai, hein et et du coup, mon parcours scolaire, il était, je pense assez chaotique, enfin chaotique. J'avais de la facilité, mais je m'ennuyais beaucoup et du coup, je faisais le strict minimum pour, juste passer les années et du coup, c'était problématique avec les profs parce que souvent, ils voyaient ça, ils voyaient que j'avais de la facilité, mais que, je faisais le strict minimum et vu que je me plaisais pas du tout à l'école, j'étais aussi, je pense, un élève perturbateur. Jamais mal poli, mais ouais, je me plaisais pas là-bas, en fait, je me voyais pas, je me sentais emprisonné à l'école Et tu rêves et de quoi? De quoi à ce moment-là? mmh, à ce moment-là, quand j'étais petit, je me rappelle, moi, je voulais travailler avec les animaux, c'était mon rêve, j'adorais ça et ouais, j'étais vraiment très très nature quand j'étais plus tout jeune et après, ouais, c'est ça, je voulais être dehors tout le temps. Je m'ennuyais, je faisais que de regarder par la fenêtre, j'avais envie de sortir, j'avais envie d'aller découvrir la vie, au fait, explorer. Et du coup, maintenant, est-ce que tu pourrais expliquer ce que tu fais dans la vie? Là, maintenant, bah, du coup, maintenant, j'explique tout depuis le début ou juste là, maintenant, ce que je fais? Bah, du coup, tu as abordé le fait que tu faisais du skate, mais du Ouais. skate, c'est peut-être assez large et je pense que dans la tête des gens, quand ils pensent au skateboard, ils pensent pas à ce que tu fais.
Bah, du coup, là, maintenant, je fais du ski de descente, au fait. C'est le concept, c'est simple, hein. Tu descends des cols ou des routes le plus vite possible. Tu recherches la vitesse, l'adhérence, l'adrénaline et d'autres sensations. Et j'essaie d'être à 100% là-dedans et de gagner ma vie avec ça. Et ça, c'est un de mes rêves de maintenant, en fait. Et qui me dure depuis, ça fait 11 ans maintenant que j'en fais. Peut-être pas au tout début, mais plus j'ai continué, plus le rêve s'est vraiment profilé. Et du coup, maintenant, je dirais pas que c'est un rêve, c'est un objectif plutôt. Parce que pour moi, un rêve, c'est quelque chose qui est pas atteignable. Et un objectif, tu peux l'atteindre. Et voilà, hein. Et comment c'est arrivé ce sport-là qui est assez original? C'est pas le sport qu'on voit le plus, c'est pas, la discipline, dans laquelle, tes parents vont te mettre, au premier abord. Ouais, comment c'est arrivé? Je me rappelle que j'avais testé énormément de sports quand j'étais plus jeune, genre la grimpe, la slack, je faisais du tir à l'arc, la course à pied, tout plein de sports et je sais que je voulais faire du vélo de descente. Sauf que, ça coûtait cher au fait un vélo de descente et tout ça et un pote à mon frère, il m'avait dit: «Ah mais tu sais une fois que tu as acheté le vélo, après chaque sortie c'est encore, des frais tout ça». Puis j'étais jeune. Du coup un jour en regardant des vidéos de vélo de descente, je pense, avec l'algorithme, je suis tombé sur des vidéos de skate de descente et j'étais là: «Waouh, ça a l'air trop cool ça» et je me suis dit: «Bah, c'est juste une planche à acheter au fait, c'est pas un énorme investissement, c'est quelque chose que je peux m'offrir» et j'avais demandé à mes parents pour que m'en acheter une et mes parents, ils m'avaient dit: «Ah bah, faut que tu ailles travailler» et tout ça. Du coup, j'avais été tondre des gazons pour, pouvoir me payer ma première planche et après j'ai acheté j'étais tout vu que c'est une petite communauté, j'étais tout seul dans mon village. Du coup, je commençais à plat en regardant des vidéos YouTube et tout ça et j'ai très vite mordu au truc et après j'ai jamais arrêté du coup. C'est en testant, en fait, c'est petit à petit et j'allais graduel et un jour, je me suis retrouvé sur l'école et j'ai continué à fond. Et justement, comment ton entourage, y réagit? Comment tes parents réagissent? Parce que quand tu vois ça, ça a l'air et je pense que c'est un sport qui est assez dangereux, même très dangereux, parce que tu es clairement à des vitesses, folles. Tu pourras nous dire aussi, à quelle allure ça tu peux monter avec peu de protection. Comment ton entourage réagit au fait que ce soit ça, en fait, ta réelle passion et que tu as envie de faire ça de ta vie, au final? Ben, i maintenant, ils réagissent bien, mais ils se font toujours du souci, c'est normal. Mais, au tout début, je pense ils auraient pas pensé que je croche au fait autant loin. Ma mère, elle s'est dit: «Oh, il s'est acheté une planche, il va aller jouer un moment avec et comme les autres sports, au bout d'un moment, il en aura marre et il va faire autre chose» et ouais, je me rappelle au tout début, je rentrais tout le temps râpé parce que du coup, tu es obligé de j'avais personne pour m'apprendre, du coup, je tombais, je faisais plein de tests, là, je vois, quand je regarde des anciennes images, j'ai fait des années à faire des choses complètement fausses, au fait. Je me compliquais la vie. Mais, c'est ce qui a été beau aussi. Mais du coup, au début, il se faisait énormément de soucis, ouais et il me faisait pas confiance, c'est normal parce que, bah, j'avais pas un énorme, une une énorme expérience et maintenant, ils se font beaucoup de soucis, mais ils me font confiance. Et à quelle vitesse quelle vitesse tu atteins lors de tes descentes? Mon record maintenant, j'ai battu mon record cet été, j'étais à 130 km/h. Mais ça, c'est avec la tu mets la combinaison et tout ça. Mais sinon, en général, on descend, ouais, à 80. Les routes, en principe, tu es entre 80 et 100 et plus haut, il y a pas beaucoup de routes où vraiment enfin, il y a des routes, mais c'est pas tous les spots où tu vas à plus que 100, en fait. En général, tu es entre 80 et 100. Ça dépend. Et comment ça fonctionne? Heu, Parce que les routes, pardon, sont pas bloquées pour vous. J'aimerais un peu savoir comment vous vous y prenez, comment tu fais pour organiser, la descente? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont à chaque virage pour te dire s'il y a des gens ou pas? Si c'est toi qui es un peu au feeling en fonction de ce qui arrive sur la route, tu dois t'adapter? J'aimerais savoir comment ça se déroule en fait, une descente. Comment on s'organise? Ben, là, maintenant, on a la chance, j'ai la chance d'être avec un pote aussi tout près. Mais du coup, on va sur le spot avec une voiture et on est toujours minimum 2 et du coup, tu envoies toujours la voiture devant. Une voiture, nous, on a tous une oreillette. Tu envoies la voiture devant et la voiture, elle va te répéter: «OK, OK, OK, OK» ou elle va te signaler,
les véhicules ou n'importe ce qui peut arriver sur la route et du coup, tu es en temps réel connecté à la voiture et tu sais en temps réel le trafic. Après, faut pas se fier à 100 à ça, tu vois? Il peut y avoir des interférences, il peut y avoir une voiture qui est sortie d'un chemin, que tu avais pas remarqué à la reconnaissance et faut pas se fier 100 à ça, mais au moins tu sais un maximum ce qui arrive. Et on peut se demander, est-ce que c'est légal? Ah, la grande question, hein? La grande question. Légal, c'est un flou juridique, au fait. Il y a dans les zones 30 ou à faible trafic dépourvues de trottoir, c'est légal et ou sur les routes aussi, secondaires, c'est légal, mais du moment que tu arrives sur une route cantonale, c'est une amende d'ordre de 20 francs normalement. Mais il y a, des endroits où on a eu des beaucoup plus grosses amendes, au fait. C'est dur, c'est toujours la police selon leur appréciation et certains, ils te mettent des monstres amendes et d'autres, ils te laissent juste partir, ils disent: «Allez ailleurs». Mais c'est un peu un flou, tu sais jamais. Et justement, est-ce que tu as déjà eu, potentiellement, il y a beaucoup de mecs un petit peu rageux, en voiture. Est-ce que tu as déjà eu des anecdotes ou quoi avec des conducteurs qui n'apprécieraient peut-être pas la discipline que vous faites? Ouais, ça, il y en a plein, hein. On a eu, bah, je pourrais en raconter tellement. On a eu une fois, on descendait une route en plus où c'était autorisé et à une place, on passait devant une maison et on a fait 5, 6 ou une dizaine de runs et tout était sec et d'un coup, on est arrivé, tout le virage était trempé. Et au fait, c'est le bonhomme de la maison qui a mouillé le virage exprès. Ou une autre fois, on a un gars qui était sorti avec un fusil aussi. Et on a eu une autre fois, souvent parce qu'en fait, souvent, si les gens sont pas contents, on s'arrête pour essayer de discuter et expliquer. Et des fois, ça marche bien, ils comprennent parce qu'ils ont juste peur, en fait. Et une autre fois, on a eu une personne, moi j'ai voulu, on s'est arrêté pour discuter. Lui, il a pété un plomb et il m'a envoyé un coup de poing. On a eu des voitures aussi, des voitures parce qu'on va beaucoup plus vite que les voitures, mais à certains endroits, elles peuvent te suivre et au fait, on a eu des voitures, elles nous ont doublés, mais pas au fait volontairement et au fait, volontairement, elles te resserrent le côté et elles te tiennent jusqu'au prochain virage. Complètement inconscient, parce que si tu as vraiment de l'expérience, tu vas réussir à t'en sortir de cette situation, mais si c'est quelqu'un d'intermédiaire, ben, il peut cracher. On a eu aussi, tu roules et la voiture, elle fait et ça, c'est plusieurs fois la même voiture. Tu roules, tu es dans la ligne droite, tu tiens ta droite comme un vélo, tout près de la ligne blanche, et elle arrive en ligne droite, en montant, elle te fonce dessus, au fait. Et au dernier moment, elle va s'enlever. C'est tout des choses comme ça, c'est très spécial. Co Comment tu réagis à des actions pareilles? Parce que en fait, certes, ils peuvent ne pas accepter ou comment dire? Ils sont peut-être pas d'accord avec la discipline en elle-même, mais ce que tu me dis là, c'est des choses qui peuvent clairement te tuer parce que suffit que tu ailles sur la voiture ou que tu ailles du côté, s'il y a un ravin ou quoi ou tout ce que tu Mmh. veux, dans la montagne, tu peux clairement, mourir Ouais, quoi. Donc en fait, c'est de la mise en danger volontaire qu'ils font, ouais. Ben, comment je réagis sur le moment pour gérer la chose? Moi, je me dis toujours, et c'est peut-être bête, mais je me dis toujours: «Ils oseront pas». Genre, il osera pas venir, jusqu'à me shooter. Du coup, je continue et parce que t'as pas le choix. C'est soit tu passes, soit tu freines, mais freiner devant une enfin, moi, je préfère me dire: «Faut que ça passe et je passerai» et il osera pas. Mais ouais, une fois, il y en avait un, il s'était mis au milieu de la route avec son râteau, moi, j'ai continué et je me suis dit: «Bah, ça va passer» et au fait, il a quand même essayé de donner un coup. Du coup, ils osent quand même. Mais avec mais un râteau, c'est-à-dire? tu connais pas les râteaux? Les râteaux à feuilles et tout ça, il s'est mis au milieu de la route et il tenait son râteau et il voulait qu'on s'arrête, au fait. Et moi, j'ai dit: «Bah, vas-y, je vais continuer et ce sera lui qui devra s'enlever» et il est resté vraiment jusqu'au dernier moment et après il a essayé de donner un coup comme ça, mais ça a pas marché. Mais du coup, c'est qu'ils y sont quand même un peu fous. Mais ouais, si c'est un peu le but dans ce genre d'action, c'est vraiment penser à toi et de sortir de là, au fait. Ouais et puis après je peux comprendre que ça semble, aller, enfin c'est stressant de voir quelqu'un faire ça parce que tu as peur, qu'il fasse un accident ou quoi, parce que c'est impressionnant clairement, c'est pas quelque chose que tu vois tous les jours. Mmh Mais mh. de là à faire des gestes comme ça, c'est un peu comme ceux qui font des dingueries avec des cyclistes, qui Ouais, dépassent à exactement. 100 à l'heure à
5 centimètres de toi, enfin, bref. Bah, moi, c'est des choses que je comprends pas parce que je peux comprendre que tu aies vraiment peur et que tu dises: «Ouais, faut que j'aille leur dire quelque chose» mais du moment que tu rentres en discussion avec, la personne qui fait ça, j'arrive pas à comprendre. Même si tu te dis: «Il peut se tuer», c'est pas vraiment ton problème. Genre si, tu vois ce que je veux dire? Moi, si je vois quelqu'un faire un truc complètement fou, soit je vais lui dire: «Écoute, c'est peut-être trop dangereux et tout ça», tu d'en parler, et savoir la personne aussi, il sait peut-être parfaitement ce qu'il fait, mais tu vas pas mettre volontairement en danger quelqu'un. Ça, pour moi, c'est de la folie. Du coup, Ouais. c'est ça que j'ai de la peine à comprendre, au fait. Ouais, non, c'est sûr. Je partage entièrement ce que tu me dis là. Et tu disais que ton objectif, c'était d'en vivre. Est-ce que là, à l'heure actuelle, tu arrives à vivre de ça? Et si oui, comment? Parce que est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a, des compétitions où tu peux gagner des choses, où tu es obligé de trouver des sponsors? Comment tu fais pour, arriver à vivre de ça si tu y arrives? Alors là, c'est en train de se profiler. L'hiver, je travaille quand même. Au fait, je travaille, les mois où je peux pas rouler, mais sinon je gagne, de l'argent avec, le sponsoring, au fait, et des marques qui me soutiennent, tout ça. Et les compétitions, c'est vraiment tu as les championnats du monde et tout ça auxquels j'ai participé, mais il y a pas vraiment d'argent dans le sport. Au fait, il y a ils ont essayé, ils essayent toujours, mais pour l'instant, il y a pas de grosses marques qui s'intéressent à la compétition en elle-même. Et au fait, elles s'intéressent à nos vidéos et tout ça, mais pas à la compète. Et du coup, la compétition, c'est plus. Là, en plus, j'ai décidé, moi, d'un peu arrêter la compète, mais c'est plus un. Bah, tu te challenges avec les autres, mais tu vas pas gagner ta vie avec la compétition, en fait. Si tu gagnes ta vie, c'est grâce aux réseaux sociaux, aux vidéos que tu fais, le nombre de vues, et cetera, du coup, les sponsors qui s'intéressent à ça, au fait. Mmh. Ouais, donc c'est les sponsors et les réseaux qui te permettent de potentiellement d'en vivre, quoi. Exactement, ouais. C'est quoi que tu recherches le plus dans ce sport? Hem, dans ce sport, je pense que c'est une quête de liberté, clairement. C'est des sensations que tu as nulle part ailleurs. Tu es sur ta planche et c'est une quête de liberté. Un contrôle de soi aussi, et découvrir vraiment qui tu es au fond de toi et jusqu'où tu peux aller. Tu vois, c'est quand même tu es quand même dans une situation où, au bout d'un moment, tu sais que tu peux plus tomber et tu dois être en parfaite harmonie avec, ta tête, ton corps et tous tes mouvements et tout ça. Et ouais, je pense que c'est ce genre de choses. L'adrénaline aussi, bien sûr, mais si tu vas plus profond que ça, je pense que c'est ça, un peu une quête de liberté et d'exploration de soi-même un peu. Et comment tu arrives à parce que je suppose que tu souhaites tout le temps repousser un petit peu les limites un peu plus loin. Comment tu arrives justement à jouer avec ça pour ne pas les dépasser? Ben, avec les années, je pense que, avec les années, l'expérience, au début, je pense que tu fais beaucoup d'erreurs et tu as beaucoup de où tu te mets vraiment en danger à cause de ça, au fait, que tu te surpasses un peu trop. Parce que tu es très vite en train de te surpasser, au fait. Genre, d'un coup, tu te sens pousser les ailes et tu fais quelque chose que tu maîtrises pas. Mais là, maintenant, avec les années, l'expérience et tout ça, en général, quand je roule toujours en dessous de mon niveau maximal. Je reste, dans une zone, très confortable en général. Et c'est vraiment il y a des jours ou des moments où vraiment je sens vraiment, on va dire un peu comme le feu en moi là, que tout est bien, ma tête elle est alignée, mon corps aussi. Je suis entraîné, c'est pas le début de saison et tout ça. Et là, au fait, je vais et tu fais ton run plusieurs fois, tu pousses toujours un peu, toujours un peu, toujours un peu. Et je pense qu'il faut vraiment aller grappiller et pas, se dire: «Vas-y, j'envoie d'un coup», parce que si tu envoies d'un coup, c'est là que c'est vraiment c'est de la discipline. Tu grappilles, tu grappilles, tu grappilles et d'un coup, tu te retrouves à descendre la route quasi au maximal que tu peux la descendre, au fait. Mmh. Ou bien ouais, ou j'aime aussi me challenger à aller sur des routes plus étroites, beaucoup plus raides, tout ça. Parce qu'au bout d'un moment, genre, si tu es tout le temps sur des grosses voies, bah, si tu rétrécis la voie, au fait, ça devient tout de suite beaucoup plus, tu as une ligne, tu pas le droit à l'erreur, c'est galvanisant, hein, ça j'aime bien aussi. Et
est-ce que tu penses à des choses quand tu fais une descente? Est-ce que tu as des pensées qui viennent ou tu es vraiment uniquement focus dans le moment? Ça, je pense que ça dépend les spots. Et un spot que je connais par cœur, par exemple, et qui est facile à rouler, enfin facile, que je roule facilement, je peux. Non, en vrai, non. Je pense. Il y a des moments où je peux avoir des pensées, quelques petites pensées, mais mais non, en vrai, non. Je pense que du moment que je pars, tu as peut-être les pensées en haut du spot, mais du moment que tu pars, au fait, et tous ces temps, j'essayais de faire l'exercice quand on allait rouler des routes plus fines, où tu as vraiment, genre, tout qui se met là, et c'est plus que des sensations. Tu sens tes roues, tout ça, et la bord, et ta tête, elle est. Tu peux pas dire vide, mais il y a aucune pensée, tu es juste focus sur la route. Et du moment que je pense que tu as les pensées parasites qui viennent, parce que ça, il peut y avoir aussi, j'ai expérimenté ça, une route que je connaissais par cœur et j'avais eu deux, trois trucs dans ma vie qui faisaient que je n'étais pas tant bien à ce moment-là. Et je suis arrivé sur le spot, j'ai fait une descente et j'ai dit je descendrai pas plus dans la journée. Du moment qu'en fait les pensées, elles prennent le dessus dans ta descente, là, moi, je m'arrête. Parce qu'avec expérience, je sais que tu vas cracher. T'es pas 100% là et du coup, tu vas cracher ou vraiment te faire peur. Mais du coup, est-ce que tu dirais que c'est pour le faire, donc pour faire des descentes, il faut absolument que tu sois très bien dans ta vie à côté? Ou est-ce que, imaginons, tu es un peu moins bien, tu es un petit peu dans un down dans ta vie à l'extérieur et que ce sport-là va te permettre de t'échapper? Parce que tu vois, c'est comme dans beaucoup de sports, il y a beaucoup de gens, ils sont pas bien dans leur vie et cetera. Ils vont faire du sport, ça va les aider à aller mieux. Mais toi, là, ce que tu es en train de me dire, c'est que si tu es pas très bien dans ta tête, bah, la petite pensée qui peut arriver dans ce sport-là peut être fatale. Là où, oui, si tu fais un autre sport, tu vas courir, bah, tu peux avoir des pensées. Tu vas pas pour autant, perdre le fil et faire une chute qui peut être mortelle, si tu es pas 100 focus à ce moment-là. Ouais, ben, je pense que c'est fin la limite entre tu peux aller et ça va te vider la tête, vu que tu vas réussir à faire abstraction. En fait, moi, c'est genre, tu as tes petits tracas de la vie quotidienne, tu arrives au sommet du col, tu discutes un peu avec tes potes et tout. Et là, bam, tu vas partir, tu vas réussir à oublier ces tracas, en fait. Mais si tu as vraiment, genre, t'es vraiment pas bien dans tes baskets, tu as des gros soucis ou des choses comme ça, ou quelque chose qui vraiment qui te ronge et tout ça, non, moi, je pense qu'il faut pas le faire. Et parce qu'au fait, t'arriveras pas à te vider vraiment et c'est pas comme tu dis, la course à pied, tu vas courir, ben, tu vas tirer sur la machine et ça va te vider complet et tu seras bien après. Là, si tu as vraiment des trop gros soucis, tu vas penser à ça, penser à ça, penser à ça. Peut-être une descente, ça ira, deux descentes, ça ira. La remontée, tu seras quand même dans tes problèmes et je pense que c'est pas un sport où tu peux te permettre l'erreur, au fait. C'est tu dois être là et si t'es pas là, il faut pas rouler. Tu as déjà eu des gros accidents? En skate, je me suis fait shooter une fois, mais ça a été et je me suis cassé le fémur sinon aussi et sinon il y a eu des gros, gros crashs aussi mais rien de plus grave que ça. OK. Et quand tu as un gros crash, tu as un blocage avant de repartir sur une descente ou tu es plus dans le mood où tu repars direct pour être sûr que tu aies plus cette appréhension? Si c'est un gros crash, un gros crash où presque tout va bien, je vais essayer de repartir le plus vite possible pour, justement pas que ça fasse le blocage mais je me rappelle quand je m'étais cassé le fémur. Là, j'avais, pendant je pense 2 ans, j'osais plus faire le slide dans lequel je me suis cassé le fémur. J'avais un énorme blocage et j'ai dû travailler, travailler, travailler pour réussir à le débloquer. Maintenant, c'est bon, mais en vrai, des fois, ça me traverse toujours, l'esprit. Au fait, je pense que c'est des douleurs qui font que tu oublies pas tu l'oublieras jamais au final, tu arrives à passer par-dessus le blocage, mais des fois, tu as des petites piqûres de rappel. Tu vois la rambarde de sécurité, tu te dis: «Ah ouais, putain, c'est des coupes jambes», tu vois? Est-ce que tu as peur de la mort? C'est une bonne question. Peur,
Franchement, non. J'ai pas peur parce que bah, j'ai eu pas mal d'événements dans ma vie qui ont fait que j'ai été confronté à elle, si on peut parler comme ça. Genre des gros accidents de voiture. Une autre fois aussi, j'étais tombé et je m'étais ouvert tout le cou et j'ai failli perdre tout mon sang dans les escaliers et tout ça. Du coup, peur, je pense pas. Je pense que tous ces événements, ça m'a fait remarquer qu'au fait, on est jeune, on est tous jeunes et on croit tous qu'on va arriver à 80 ans, mais au fait, tu peux mourir n'importe comment, n'importe quand. Et du coup, je pense que ça m'a fait plutôt me dire il faut profiter de la vie et il faut la croquer à pleines dents, la vie, tu vois. Et du coup, je pense pas que ça, j'ai peur d'elle. J'ai envie de vivre ma vie pour que si ça vient à s'arrêter, bah, j'ai été heureux jusqu'à maintenant. Et pas me dire, ah, j'ai peur, vas-y, je vais pas faire ça. Je repousse, je repousse, je repousse. Et un jour, tu arrives, bah, t'es vieux et tu te dis, putain, j'aurais dû. En fait, ouais, faut vivre à fond. Est-ce que faire ce sport en frôlant, tu peux clairement frôler la mort à n'importe quel instant, ça te permet de te sentir plus vivant? Ouais, moi, je pense clairement, hein. Je pense que c'est des sensations, tu vas pas le rechercher, tu vois. Enfin, tu vas pas rechercher à frôler la mort parce que t'as pas envie être constant comme ça. Mais le jour où ça arrive bah, ça peut arriver, où vraiment tu dis waouh, là, c'est passé, mais c'est pas passé loin. C'est des choses que pour l'instant j'ai trouvé nulle part ailleurs. Dans ton corps, il y a quelque chose qui se fait. C'est assez ouf en vrai. Tu as l'action qui se passe et t'es là, waouh. Et ça te prend en toi, tu vois. Et c'est une sensation que j'ai jamais trouvée ailleurs. Et typiquement, quand je rentre le soir, genre, je suis dans la voiture, je suis super bien, je suis complètement relaxé. Et ouais, ça me fait me sentir vivant. J'aime ma vie, ça me fait kiffer. Et ouais, bien sûr. Moi, je pense que ça te fait beaucoup. Moi, ça me fait beaucoup sur ma vie, en tout cas. Et aussi, si pendant longtemps, j'en fais pas, parce qu'il y a les mauvaises conditions et tout ça, au bout d'un moment, je vais être beaucoup plus nerveux, beaucoup plus ronchon. Et du moment que je reviens en faire, et je suis là, ben ouais, waouh, en fait, c'est ça, hein. C'est ça qui me manquait. Et tu vois, là, tu dis clairement que quand tu reviens, en voiture et cetera, tu kiffes, tu es bien. Comment expliquer que beaucoup de gens font quelque chose qui ne les rend pas spécialement bien? Je pense que si tu poses la question à des personnes justement qui rentrent du boulot en voiture, transport en commun, ce que tu veux, comment ils se sentent, s'ils sont vraiment bien? Est-ce qu'elles sont vraiment bien de leur journée? Peut-être qu'elles sont bien parce qu'elles sont plus à leur boulot et elles rentrent chez elles. Comment expliquer que peut-être, trop de personnes sont dans quelque chose qu'elles n'aiment pas spécialement, qui les fait pas réellement vibrer? Bah, je pense que beaucoup de gens, ils ont peur du changement. Et parce qu'il faut oser changer, que ça soit dans n'importe quoi, hein, ton boulot, tes relations ou des choses comme ça. Il faut oser tout chambouler ses repères et si tu oses pas, bah, tu vas te contraindre à rester là-dedans. Tu te dis: «Ah bah, j'ai fait mon apprentissage là-dedans. C'est le travail, qu'on m'a dit qu'il fallait que je fasse. J'ai mon papier de ça. Oh là là, j'ai déjà 27 ans, je vais pas commencer à changer maintenant». Mais oui, c'est maintenant qu'il faut que tu changes, tu vois? Si t'es pas bien, il faut changer et essayer de trouver. Ça paraît facile de le dire comme ça, mais je pense que tous les gens qui ont osé le faire, ça a été facile, ça a pas été facile pour personne. Chaque changement, est difficile, mais je pense qu'il faut oser passer le pas, tu vois? Et pas juste parce que c'est plus facile de dire: «Ah, je suis pas bien, je suis pas bien» et rester dans ton truc et te plaindre, toute ta vie que de se dire: «Bah, vas-y, je suis pas bien. Pourquoi je suis pas bien?» Analyser pourquoi t'es pas bien, qu'est-ce qui me fait réellement kiffer, qu'est-ce qui me rend vraiment pas heureux et si tu as la possibilité de changer, change. Après, si tu as des énormes responsabilités et que tu peux pas financièrement ou des choses comme ça, fais-le pas, mais nous, en tant que jeunes, on a tous la possibilité de changer, c'est juste une question d'envie. Mmh.
Après, au final, même toi qui, là, maintenant, ça a l'air d'être, bien, tu vois, avec les réseaux sociaux et cetera, ça fonctionne bien. Mais comme tu le dis, ça fait quand même 11 ans que tu restes dans ça avec la croyance et l'intime conviction que ça va péter à un moment donné et que tu arriveras à vivre de ça. Ce qui Ouais, n'a bien pas sûr. été le cas, je pense, les premières années, ça n'arrive pas. Mais tu continues quand même. Donc qu'est-ce qui t'a permis de continuer à faire ça? Même si là, tu dis que tu bosses quand même à côté, une partie de l'année. Donc, qu'est-ce qui te t'a qu'est-ce qui t'a, permis de durer autant de temps? Mmh. Ben, en vrai, moi, j'avais fait un apprentissage, j'aimais mon métier, mais je voyais que je voulais autre chose que ça, par exemple. Et à force, je me suis toujours dit: «Bah, vas-y, essaye de gagner ta vie avec ce que t'aimes. Ce que j'aime, c'est le skate». Et du coup, ben, c'est ça, hein, c'est espérer en faire mon boulot à 100 ou que ça m'ouvre d'autres portes. Mais c'est la passion surtout, tu peux pas consacrer autant de temps et y mettre au final autant d'énergie et de douleur, de plein de aussi on dit comment? Sacrifice. Sacrifice et aussi des fois, c'est pas toujours, ben, c'est pas facile. C'est, ouais, c'est la passion, il faut la hargne, tu vois? Parce qu'en vrai, il y a eu plein de fois où j'avais envie de baisser les bras, où je disais: «Mais putain, c'est bon, vas-y, mets-toi dans un travail, fais un truc stable, où tu as ton salaire tous les mois qui tombe, c'est au moins tu es sûr», tu vois? C'est plus facile et mais au final, c'est ça que je veux, c'est pas l'autre vie que je veux, c'est cette vie-là et je me dis: «Je l'aurai», c'est tout. Si tu veux enfin, je suis persuadé que si tu veux vraiment, tu peux te donner les moyens et l'avoir. Faut juste, crocher et au début, il y a rien qui est facile. Il y a plein de gens, ils disent: «Ah, tu as trop de chance, non, non, non», mais ils voient pas, bah, dans les galères que je me suis mis, les boulots, tous les petits boulots que j'ai fait à droite à gauche que je détestais aussi et mais je le faisais pour me dire: «Je gagne ton argent pour pouvoir aller skater, ça vaut la peine, fais-le», même si je me plaisais pas au boulot et du coup, ouais, c'est ça, c'est la rage de réussir, ce que je veux. Selon toi, est-ce que on peut vivre de n'importe quel domaine, de n'importe quelle passion, on peut en faire un métier et réussir à vivre que de sa passion? C'est une, très bonne question. Moi, j'aurais envie de te dire: «Oui», mais il faut énormément de travail, beaucoup plus de travail qu'un travail normal et une petite part de chance aussi, je pense. Mais je pense que dans n'importe quoi que tu consacres vraiment beaucoup de temps et que, tu es un peu malin et tu as une vision des choses, je pense que si tu crois en toi, tu peux réussir, ouais, à mon avis. Je je pense aussi. C'est quoi la chose la plus dure que tu as dû traverser dans ta vie? Heu, mmh, la chose la plus dure, ben, je pense que c'est différents, accidents que j'ai eus en voiture surtout, où, à un moment c'était assez à quand même en temps assez proche et j'ai toujours eu énormément de chance, dans la malchance, mais je pense que c'est ça, se demander pourquoi, au fait. Je pense que ça a été ça, c'est des trucs qui m'ont quand même beaucoup bouleversé, je pense. Ouais, typiquement, des fois, je me disais: «Mais pourquoi je suis toujours vivant? Pourquoi j'ai survécu à un énorme crash pareil comme ça avec, très peu au final quand, d'autres, tu vois, à 30 à l'heure, ils font un accident, ils sont morts». Je pense que c'est ça, ouais, c'est dur à dire, mais je pense que c'est ça, hein. C'est Tu des penses tu penses que tout est écrit dans la vie? ben, c'est difficile. J'ai envie de dire oui, mais j'ai rien qui me prouve que c'est mais je pense qu'on a un fil tracé, à peu près, mais que c'est toi qui décides quand même si tu vas tirer le fil à gauche ou le tirer le fil à droite.
Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Je pense que tu es quand même maître de ton destin. Mais, ouais, chaque c'est dur à dire, hein, c'est difficile. Mais je pense que tu es maître de ton destin et bah, avec ça, par exemple, plein de fois, je me disais: «Ah bah, pour aller de l'avant», je me disais: «Bah, vas-y, si tu as survécu, c'est parce qu'il y a quelque chose qui t'attend plus loin. Genre, fais-le, continue, baisse pas les bras et avance». Et ouais, je pense que c'est ça aussi un peu ma motivation. Parce que c'est quand même, c'était quand même quelque chose d'énorme là, les 2 fois, les voitures, elles étaient pulvérisées et à chaque fois, tu te réveilles à l'hôpital et tu es là: «Mais comment ça se fait? Comment c'est possible?» Et je me dis: «Ben, vas pour me motiver, je me disais: «Bah, vas-y, si tu es toujours là, c'est que tu dois avancer, c'est que tu as quelque chose vraiment il y a quelque chose qui t'attend, fais-le», tu sais? Mmh. Mais du coup, je pense que c'est peut-être écrit des chapitres, mais tu diriges quand même. Tu peux pas dire, «Ah, c'est mon destin, oh là là, j'y peux rien». C'est quoi ta plus grande peur aujourd'hui? Mmh. Ma plus grande peur aujourd'hui, hem, bah, je pense de pas réussir mes objectifs, de pas réussir à aller où j'ai envie d'aller. Je pense que c'est ça. Mais, c'est pas une peur qui me hante. Mais je me dis: «Le truc là maintenant qui pourrait me faire le plus mal, c'est ça, c'est de me dire: purée, au fait, tu t'es trompé. Tu t'es trompé et c'est pas possible». Mais dans le fond, je sais que c'est possible. Du coup, C'est quoi ton avis sur le fait que la société peut parfois mettre, les gens dans un moule? Dans le sens où tu dois faire des études, tu dois te marier, tu dois avoir des enfants, tu dois acheter une maison, tu dois travailler jusqu'à la retraite et seulement après tu peux, entre guillemets, «profiter de la vie». C'est quoi ton avis sur ce schéma-là? ben, c'est pour moi un schéma de formatage, que tout le monde est formaté à ça et tu vois, ça matrix tout le monde, même les gens conscients de ça et je dis pas que c'est une mauvaise chose. Si c'est ce que tu as envie de faire, fais-le. Et si tu as envie d'avoir des gosses à 27 ans, ta petite famille, tu travailles à fond et après tu te payes ta petite villa et tu vis comme ça. Si tu es heureux, tant mieux, fais-le, c'est ton truc. Mais je pense que, il faut pas avoir peur de faire ce que tu aimes et aller à l'inverse de ce genre de choses si tu as envie de le faire, au fait. Parce que pour moi, c'est maintenant qu'on a l'énergie de vie, que tu as la niaque, que tu as tout, tu vois? Les envies, la santé aussi et je pense que moi, je pars de la théorie que faire de l'argent, tu peux la faire plus tard, mais vivre maintenant, le moment présent, des bêtes d'aventure ou des faire ce que t'aimes, c'est maintenant pour moi. C'est tu le fais maintenant et une fois que tu as fait ce que tu voulais faire vraiment bien, pour moi, faire de l'argent, travailler et tout ça, tu as le temps. Tu peux le faire à 35, 40, 50. Tu as le temps, mais quand tu seras plus vieux et tu vois d'ailleurs, quand tu es plus vieux, ben, tu as les maladies qui arrivent, tu as les soucis, tu es beaucoup plus fatigué et est-ce qu'à 50 ans, je vais prendre mon skate et me dire: «Vas-y, je descends un col?» Jamais. Du coup, c'est maintenant, ouais. C'est clair. Mais après, je comprends les gens qui n'adhèrent pas à ça et qui tu vois? Parce qu'ils te mettent une pression aussi. Moi, il y a tout le monde, il te pose la question: «Ouais, mais comment tu fais?» ou «Qu'est-ce que c'est ta vision du futur?» Ils ont besoin que tu leur dises: «Oui, mais moi, en fait, si tu leur dis: «Ouais, moi, je fais que du skate», tu vas souvent passer un peu aux yeux de certaines personnes, soit ils admirent, soit tu es un peu pour le un peu le gars qui s'amuse, on va dire, pour mal parler, le branleur, tu vois? Et parce qu'il faut bosser et puis il faut déjà dire: «Ben, moi, je suis, chef d'entreprise, moi, j'ai, cet objectif-là». Ça, en fait, c'est beaucoup plus accepté. Tout le monde va dire: «Ah, c'est bien, bravo», tu vois? Et je pense, du coup, il y a une pression de ça, de cette forme de parcours de vie. Mais est-ce qu'au final, on n'est pas plus heureux en étant le petit branleur que le chef d'entreprise? Bah, ça dépend, hein, mais moi, en tout cas, je sais que pour le moment,
parce que j'ai plein d'envies, mais pour le moment, moi, c'est ça, je suis heureux comme ça. Je sais que si tu m'enlèverais ça, je serais pas la même personne. Je serais pas du tout heureux, je ferais, un travail qui me plairait pas et j'aurais pas vécu déjà tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant. Du coup, là, maintenant, j'aimerais pas être chef d'entreprise, non, clairement pas. Au fait, ça, j'aimerais pas typiquement j'aimerais trop pas tu fais chef d'entreprise, tu arrives, à un certain stade et tu regardes en arrière et tu dis: «Merde, toute ma jeunesse, elle est passée, maintenant j'ai l'argent, j'ai la maison, j'ai le temps, mais j'ai plus l'énergie, ni l'envie, ni la santé pour, le dépenser». Alors tu as fait un peu tout ça pour rien. Tu vois ce que je veux dire? Oh que oui, je suis assez dans cette même optique-là, de faire quelque chose qui te fasse vraiment kiffer et qu'en fait, ta rémunération vienne de ta passion et C'est peut-être si ça, c'est pas au début, bah, ça va peut-être toi pareil, tu bosses un peu comme tu le disais, tu bossais dans des tafs de merde, mais pour vivre de ta passion et petit à petit, bah, en fait, tu arrives à mettre en place, après quelques années, le fait que tu vas pouvoir vivre quasiment uniquement de ce qui te fait kiffer. exactement, ouais. Il faut, ben, faut en fait, faut pas, faut être logique. C'est énormément de boulot et il faut aller crescendo et si tu as vraiment envie de le faire, justement, tu peux prendre n'importe quel boulot, tu le prends 6 mois, tu dis: «Bon, c'est un taf de merde, mais vas-y, c'est pour faire autre chose, c'est pour faire ma passion» et ouais, moi, c'est ça qui me rend heureux. Je sais. C'est pour ça que je pense que je donne autant d'énergie là-dedans et faut pas croire que, enfin, souvent, les gens, ils croient que c'est facile, mais il y a rien de facile là-dedans. C'est aussi énormément de boulot et d'incertitude. Mais si c'est ce qui te fait kiffer, bah, faut le faire. Mmh. Si tu rencontrais ton toi qui a 5 ans, qu'est-ce que tu lui dirais là? Il y a 5 ans en arrière, Non, quand tu avais 5 ans. Si là, tu rencontrais ton toi qui a 5 ans, tu lui dirais quoi? mmh, je dirais: «Crois en toi, crois en toi et écoute pas les autres». Faut pas écouter, toutes les personnes qui te diront sur l tout le long de ta vie ce que ta passion, c'est nul ou c'est irréalisable, tu complètement déconnecté de la réalité ou toutes ces choses, tu sais? Toutes les choses que, quand tu as un délire vraiment précis et tu as la flamme, il y a plein de gens qui essayent d'éteindre ta flamme et ça, c'est une chose qui est sûre parce que tu déranges. Moi, je suis assez persuadé que si tu as vraiment la flamme et tu as la joie de vivre, c'est une énergie qui se ressent et autour des gens ternes, si tu brilles au milieu des étoiles éteintes, les étoiles éteintes, elles voudront t'éteindre aussi et il y a plein de gens qui ont des énormes frustrations, des adultes et quand tu es petit, les adultes, c'est la voix de la raison. Tu as l'impression qu'ils sont tous, super intelligents et qu'ils ont tous raison mais là, en grandissant, je me rends compte que pas du tout, en fait. Il y a plein d'adultes complètement, qui savent toujours pas qui ils sont et tout ça et ces personnes-là vont toujours essayer de détruire tes ils vont jamais te dire c'est rare les personnes qui vont te dire: «Fonce», c'est des personnes qui sont dans le même état d'esprit que toi ou qui ont déjà essayé et qui savent à quel point ça peut être beau et toutes les autres personnes qui ont jamais osé, elles te diront: «Non, mais c'est pas possible, fais-le pas, tu te trompes» et ils vont vouloir te mettre dans le même moule que leur même vie, qu'ils ont eu eux, au fait. Et Du est-ce coup que dis-moi? c'est ça, crois en toi et écoute pas les autres. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont mis entre guillemets «des bâtons dans les roues», qui t'ont dit ce genre de choses avant et qui maintenant, comme ils voient que ça commence de plus en plus à fonctionner, retournent un peu leur veste en disant: «Ah, je savais que tu étais capable de le faire», Ouais, ça, il y a eu clairement des gens oui, même clairement, ouais, c'est sûr et après d'un autre côté, bah, je me dis au moins ils je pense que je pense dans le fond de moi, mais au moins ils l'admettent, tu vois? Mais je sais tr enfin, voilà, je pense ce que je pense, mais au moins voilà, c'est tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Tu c'est Mais un oui, peu, il y en a. ouais, en fait, tu es quand même content parce que tu vois que toi, tu es resté dans ton truc. Au fait, ben, je vois que ouais, voilà, au fait, du moment que ces personnes-là qui te disaient le contraire reviennent vers toi, c'est quand même que tu es sur vraiment la bonne voie et du coup, je me dis: «Ben, voilà, tant mieux pour eux, ils même si c'est faux ou quoi que ce soit, dis-le moi et moi je continue mon chemin» et voilà, je me rappelle du passé, j'oublie pas et c'est tout. Ouais, et puis moi, je pense aussi que personnellement, tu peux avoir la vision de te dire: «Si
c'est aussi bien que des personnes t'aient dit: «Ouais, non, arrête, ça va pas fonctionner» et cetera. Parce que l'air de rien, je pense que dans l'autre sens, si on fait que te dire: «Ouais, fonce, fonce, fonce», tous les gens te disent: «Ouais, fonce, tu raison et tout», la motivation, elle est peut-être pas la même que si tu as des gens qui te disent: «Ouais, non, ça va pas fonctionner». Au contraire, moi, je suis dans un mood où je kiffe aussi avoir des gens qui vont te dire: «Ouais, non, qu'est-ce que tu fais? Tu sûr de faire ça?» Parce que justement, tu es là: «Bah, ouais, je suis sûr» et puis, tu as une motivation avec leur pessimisme. Alors que si Exact. tout le monde était optimiste, bah, peut-être que tu aurais pas cette motivation-là. Ouais, bah, en vrai, c'est possible, hein. Moi, je me rappelle aussi quand certains, au tout début que je faisais des vidéos aussi, il y avait pas mal qui avaient critiqué et je me rappelle qu'au fait, je m'étais dit: «Bah, vas-y, je vais aller à fond et je vais vous montrer réellement, jusqu'où, enfin, de quoi je suis capable et tout ça, au fait». Moi, je pense que ça peut être un moteur aussi. Si tu sais le filtrer, c'est un moteur, mais il faut savoir le filtrer, au fait. C'est sûr et ça peut venir un peu avec le temps aussi. Ouais, C'est quoi ta relation avec la solitude? avec la solitude. Moi, j'aime bien être seul. J'aime bien être seul et je passe beaucoup de temps seul. Je pense la majorité de mon temps, je suis seul et mais j'aime bien aussi, je suis pas un parfait solitaire là qui voit personne. J'adore aussi aller voir, mes potes et tout ça, boire un verre, rigoler et partager des moments. Mais au bout d'un moment, j'ai aussi au fait, comme si ma jauge, à personne, d'un coup, elle est pleine et il faut que je me retrouve de nouveau un peu seul et ça, j'adore, genre, je vais me promener dans la nature ou même, d'un coup, je dors une nuit, à une place dans la nature et ça me recharge, ça, j'adore. Mais je suis pas j'adore aussi voir des gens de temps en temps, partager des bons moments avec les potes et tout. C'est important, je pense qu'il faut un équilibre. Tu crois qu'on est obligé de passer du moment seul des moments seuls pour apprendre à se connaître? Ouais, 100. Moi, je pense que quelqu'un qui est constamment entouré, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, genre, il ose pas aller, au bain thermo tout seul ou il ose pas aller, boire un verre tout seul, il ose pas aucune activité, et ça, il y en a plein. Ils le font pas seuls parce que c'est trop gênant ou c'est trop la honte d'être seul. Ben ça, pour moi, c'est des gens qui sont pas du tout OK avec eux-mêmes, en fait. Pour plein de trucs, hein. Peut-être qu'ils s'aiment pas, peut-être qu'ils ont zéro confiance en eux, zéro, enfin, ça peut être plein de choses. Mais pour moi, je pense que pour te connaître, tu dois être capable d'être seul, seul face à toi-même aussi, sans distraction, sans être, seul devant ta télé aussi, parce que c'est une distraction, hein. Tu sais, c'est pas tu fuis quand même en en regardant la télé et tout ça. Du coup, il faut être pour moi, une personne qui est capable d'être seule avec soi-même, c'est une personne qui est bien avec elle-même et qui se connaît ou qui est en train de chercher à se connaître. Mais du coup, s'il te faut constamment du monde autour de toi, pour moi, t'es pas quelqu'un de bien dans tes baskets, forcément. Tu vas le montrer, c'est souvent des gens qui le montrent. Ils montrent une surconfiance en eux, ils montrent, mais tout ça, c'est des rideaux, c'est des facettes, au fait. Et la vraie personne, tu la découvres si elle est capable, d'être ouais, pour moi, c'est ça, d'être seule. Quand tu es face à toi-même, c'est bah, il y a tout qui remonte et tout ça, tu peux pas te mentir, au fait. Parce qu'au final, est-ce qu'on n'est pas un petit peu dans une société où on n'est jamais seul et on ne sait pas être seul? On n'est pas confortable avec le fait d'être seul parce que comme tu le dis, soit tu es entouré avec des gens, soit si tu es tout seul dans les transports, tu vas être sur ton téléphone, mais donc tu es pas seul, tu es avec ton téléphone. En fait, comme si, et je pense à ça t'est sûrement déjà arrivé, ça m'est déjà arrivé. Si tu es dans un endroit seul, un transport en commun, tu as du mal à rester sans rien faire, sans ton téléphone, comme s'il manquait quelque chose, comme si Mmh. tu savais pas être, alors que tu pourrais juste être là, solo, à être dans tes pensées et tranquille. Ben, moi, je pense et je trouve ça méga triste, en vrai, mais je pense que on est en train de se faire laver le cerveau, clairement, et qu'il faut en être conscient et l au fait, plus personne veut s'ennuyer et tout le monde a peur du regard des autres aussi, ce qui est complètement bête, hein. Parce que la mal 90 des gens qui vont marcher dans la rue, ils en ont rien à foutre, de qui tu es, qu'est-ce que tu fais et tout ça. Mais beaucoup de gens ont peur du regard des autres. Être seul, c'est aussi pas un truc cool pour beaucoup de gens et il faut une distraction constante. Il faut être stimulé, stimulé, stimulé tout le temps. Mais stimulé
avec beaucoup de personnes, ils veulent se stimuler, mais avec rien. Parce que c'est plus facile de scroller et ça te donne ta petite dopamine et tout ça, que de partir courir, que d'aller faire du sport ou dessiner ou méditer ou n'importe quoi, faire une autre activité qu'être sur un téléphone. Et moi, je pense que ça nous détruit la société. Et je dis pas qu'il faut jeter les téléphones ou quoi que ce soit. Moi, je suis sur le téléphone et tout ça. Mais il faut en être conscient et essayer de faire pour moi, des petits exercices. Typiquement, comme tu dis, tu prends le train et lève la tête, regarde dehors, genre, regarde dehors, regarde même les gens, regarde la vie qu'il y a autour de toi. Et moi, je trouve ça, et plein de fois, je trouve ça trop beau. Aussi, apprendre à s'émerveiller devant un beau coucher de soleil ou un truc tout con. Tu es dans une rue, et je sais pas, il y a une petite ambiance. Ah ben waouh, c'est cool ce matin. Au fait, si tu arrives à faire tous ces petits constats, au fait, être présent, bah, ta vie, elle est beaucoup plus cool, moi, je trouve. Mmh. Elle est Ouais, non, plus c'est belle. Elle est plus belle que. Parce que je trouve ça désolant. Comme tu dis, tu es dans le métro, tout le monde a la tête en bas sur les phones, sur les phones, sur les phones. Mais moi, je trouve ça trop triste. ouais, non, en fait, ça a des choses positives pour certaines choses, mais c'est clair que quand on prend conscience et même moi, je suis pas du tout parfait à ce niveau-là, au contraire, mais c'est clair que parfois tu dis: «Putain, mais en fait», comme tu dis, tu regardes les gens et tout le monde est sur son téléphone, il y a plus aucune, enfin, c'est chacun est dans son monde à lui, sans observer ce qui se passe autour, sans enfin, c'est chaud en vrai. Ouais, c'est chaud. Et moi, je pense que, comme tu dis, personne n'est parfait avec ça, hein. On est tous sur ces trucs, il faut être conscient. Mais je pense que l'ennui crée la créativité aussi. Et ça, c'est sûr. Il faut pouvoir s'ennuyer pour te dire, par exemple, ah, vas-y, je m'ennuie trop aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Bah, vas-y, pourquoi pas, je vais essayer le badminton. Et peut-être d'un coup, tu vas développer un délire pour le badminton où tu auras arrêté qu'une fois. Et je pense que sans l'ennui, ben, si tu coupes l'ennui, tu vas être couché sur ton lit, tu vas scroll tout l'après-midi, tu vas arriver à la fin de l'après-midi, tu auras fait quoi? Rien, mais tu auras eu ta dopamine. Et du coup, ça crée pour moi des gens qui ont moins de créativité, moins d'envie et au fait beaucoup plus un peu dépressif, un peu. Tu vois ce que je veux dire? Beaucoup Parce que plus tu as gris. besoin Ça crée des gens gris, au fait, j'ai l'impression. parce que tu as besoin de tout, tout de suite et en fait, est-ce qu'on n'en revient pas à ce qu'on a dit tout à l'heure où tu dans un travail qui te passionne pas, mais parce que tu as plus la patience de te dire: «Je vais tout faire pour vivre de ma passion et du coup, je me contente de ce travail-là qui va peut-être m'amener X euros tous les jours pour avoir X euros à la fin du mois». Ouais, exact. Et pour pouvoir dépenser dans, je sais pas, n'importe quoi, mais après, ça, c'est propre à chacun, je veux pas juger, mais il y a des gens, ils dépensent tellement de futilité et juste du matériel parce qu'ils croient que c'est ça qui va leur rendre heureux. C'est la nouvelle paire de Gucci ou je sais pas, les nouvelles lunettes, je sais pas quoi. Mais ça va te faire kiffer 3 jours. Après, tes lunettes, tu les auras sur la tête, tu seras habitué et il te faudra autre chose de nouveau. Je pense que ouais, c'est ça, c'est triste d'en arriver là. C'est de la consommation. On consomme tout, en vrai. Même des vidéos. Si ça te prend pas directement, tu vas passer à la suivante. C'est assez violent. J'avais lu un livre que, je crois, les poissons rouges, ils ont 7 secondes de mémoire, un truc comme ça. Et l'humain, on est à 7 et demi ou un truc comme ça avant de vouloir faire autre chose. Du coup, on est gentiment presque comme des poissons, quoi. Tu cours après quoi aujourd'hui? Là maintenant, Ouais, hmm, bah, tu dis plus profond ou dans le global? dans ta vie, après Dans, quoi tu cours? dans ma vie, là, en vrai, ben, là, je suis sur un projet de film que ça, c'était un de mes rêves aussi, que je me suis donné les moyens pour le réaliser et on est en train de réussir. Mais je cours après le bonheur, moi. Genre, j'ai envie d'être heureux, j'ai envie de. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que c'est une quête du bonheur et une quête du bien-être avec soi. Ça, c'est le plus profond. Mais je cours après ça, ouais, me faire kiffer, Et être là, heureux. évidemment, tu me tends la perche. C'est quoi être heureux pour toi? C'est quoi ta définition du bonheur? Ma définition du bonheur, c'est
Pouvoir se lever tous les matins avec de l'énergie sans te dire: «Putain, vas-y, je me relève, je dois de nouveau aller à ce taf de merde» ou des choses comme ça, tu vois? Parce que ça, moi, je l'ai vécu aussi, hein, à être couché dans mon lit, à même plus avoir l'envie de me lever. Bah, j'avais en aucun cas envie de me retrouver là-bas. Mais pour moi, le bonheur, c'est ça, c'est faire quelque chose que t'aimes, avoir quelques bons amis avec qui tu peux partager des choses et la santé, être conscient de tout ce qui t'entoure et de la chance qu'on a dans les pays où on vit et c'est ça, hein, c'est pour moi, le bonheur, c'est ça. C'est un truc global. C'est Tu dirais que le bonheur, c'est quelque chose que tu recherches au quotidien ou c'est quelque chose vers lequel tu tends? non, je pense que c'est quelque chose vers lequel je tends et que mes actions vont, du coup, se faire pour ça. Mais je suis pas heureux tous les jours, tu vois? Loin de là, hein. Il y a des jours où je suis grave vraiment down, il y a des jours où je me remets super en question, je me remets souvent en question, je me dis: «Mais est-ce que c'est juste tout ça?» blablabla. Mais au final, le but au final, c'est quand même d'être heureux. Du coup, je cherche ça et qu'est-ce qui me rend heureux? Le skate pour le moment, ça va peut-être changer. Du coup, j'essaie d'en faire un maximum et de me diriger vraiment là-dedans. Et qu'est-ce que tu dirais aux gens qui justement n'osent pas faire ce qu'ils aiment réellement pour toutes les peurs qu'on a pu évoquer durant ce podcast? Peur du regard des autres, peur d'échouer, peur de tout ce que tu veux? Qu'il faut s'en foutre, clairement. Parce que ta vie, c'est toi qui l'a réussi, c'est pas, celui qui va te critiquer, tu vois? Et il faut en le regard des autres, en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut vraiment en avoir rien à foutre et parce que moi, je me suis toujours dit: «Si la personne, elle prend le temps de te juger, c'est que de toute façon, tu déranges à un certain point». Tu juges pas quelqu'un que, tu vas jamais juger ou jalouser quelqu'un que tu considères, en dessous de toi ou pas dangereux, tu comprends ce que je dis? Mmh. Quelqu'un d'indifférent, quelqu'un que tu en as rien à foutre de cette personne, pourquoi tu la jugerais? Tu la juges pas. Tu vas toujours juger quelqu'un où tu as un petit peu de jalousie, où tu l'envies pour quelque chose et ça, je suis assez sûr. Du coup, si tu as des jugements, dis-toi que tu es sur la bonne voie et fais ta vie. C'est toi qui réussis ta vie, c'est pas, le gars du coin ou l'autre gars que tu connais qui est c'est toi-même. Du coup, faut s'en foutre de tout ça et pour la pour le reste, oser, hein. Il y a rien il y a rien de mieux que de oser, déjà juste la sensation d'oser et après chaque chose est nouvelle. Tu es tout le temps stimulé par des nouvelles choses et il y aura des moments durs mais les moments durs vont se combler par tellement de moments où tu es tellement heureux que ça vaut la peine. Faut oser, faut Mmh. foncer. Faut foncer, faut pas repousser aussi. Toujours repousser, on repousse tout le temps. «Ah, je ferai demain, je ferai demain, je ferai demain». Mais demain, c'est trop tard déjà, faut le faire. Faut y aller et plus tu repousses, moins tu le feras et tu pas besoin de le commencer à fond. Tu peux toujours, être un tout petit peu et un jour, c'est ta vie. Est-ce que toi, tu as une phrase qu'on a pu te dire, que tu as peut-être pu lire quelque part, qui t'a accompagné et qui t'accompagne peut-être encore aujourd'hui? Mmh, moi, j'aime bien mais ouais, la phrase, tu vas me dire c'est cul, mais genre: «Memento mori, souviens-toi que tu meurs». Moi, je trouve que c'est dans ma où je me dis: «Bah, vas-y», bah, c'est ce que je dis, pas repousser à demain, il faut y aller et moi, ça, j'aime bien, mais je sais pas, c'est dur d'avoir une phrase clé. Ou peut-être Hem, des mots que quelqu'un t'a dit qui t'ont peut-être marqué un peu plus et qui restent un peu en toi? j'ai pas vraiment de non, j'ai pas vraiment de grandes phrases, des grandes phrases conquérantes. OK. Maintenant, j'aimerais savoir, avec toutes les expériences que tu as pu prendre jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu as pu apprendre sur toi ou sur la vie de manière générale? Hem,
Ben, que la vie elle est belle, hein, que ça vaut qu'elle vaut vraiment la peine d'être vécue et tu vas me dire: «C'est bidon», mais il y a plein de gens mais même moi, il y a eu un moment où je pense, je me plaignais beaucoup plus au fait. Je faisais que de me plaindre et tout ça, j'étais jamais content, mais la vie elle est belle, elle vaut la peine d'être vécue et sur moi-même, ça m'a appris à être humble, humble face à tout et humble, persévérant, hem et aussi, s'émerveiller des petites choses et tout ça. Je pense qu'avec tout ce que j'ai vécu, je pense que c'est ça, humble, persévérant, s'émerveiller devant les choses, même les plus banales et c'est dur et le travail, il faut enfin, le travail dans le sens, si tu veux quelque chose, c'est possible de l'avoir, mais si tu le veux réellement, mets ton corps et ton âme dedans, pour le la chose que tu veux vraiment et fais abstraction OK. du reste et tu l'auras et ça, je suis sûr. Et maintenant pour, finaliser le podcast, je te laisse les mots de la fin, peut-être, une chose que tu as pas dite que tu aimerais dire ou, ce avec quoi, tu aimerais que les gens restent? Mmh. Ouais, qu'il faut bah, pour moi, à mon avis, il faut foncer. Ceux qui ont déjà la flamme en eux, il faut qu'ils croient et que en leurs rêves, mais que leurs rêves, ça devienne des objectifs et même quand tu es au plus bas, il faut toujours remonter et jamais baisser les bras et ceux qui ont peut pas trop la flamme, qui croyaient pas trop en eux et tout ça, bah, il faut allumer la flamme, faire les petites choses et il faut vivre, il faut avoir ce feu en soi pour kiffer et que ça sert à rien de se plaindre tout le temps. Et que la vie, bah, justement, la vie, elle est belle et il faut si elle est pas belle sur le moment, rends-la plus belle. Fais les choses pour qu'elles deviennent belles pour toi, pour ta vision et voilà.